Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur puisque ça a été finalement la majorité de ma pratique de yoga, c'est la méditation. La méditation maintenant, depuis quelques années, c'est un petit peu à la mode et c'est très bien qu'il en soit ainsi. Je suis très content que la méditation soit devenue à la mode. Mais dans les bouquins de méditation, des fois, on ne trouve pas toutes les réponses. Des fois, il y a des aspects que l'on peut rencontrer en méditation qui sont complètement passés sous silence. Alors que, bien en méditation, il peut se passer énormément de choses. Il y a un sage que je connaissais dans les Himalayas qui disait que, en fait, le chemin intérieur, c'était la plus grande aventure qui soit, et il peut se passer énormément de choses sur ce chemin intérieur. Donc je voulais un petit peu vous parler de mon expérience en méditation. Je vais parler que de mon vécu et de ce qui peut vous arriver à vous aussi en méditation. Je fais cette vidéo parce qu'on me pose souvent des questions sur les états méditatifs rencontrés, sur ce qui se passe en méditation. Donc voilà, je vais essayer de pouvoir répondre à toutes ces questions. C'est un vaste sujet, donc certainement que je vais en oublier, mais c'est pas grave, on va essayer quand même d'approfondir. Alors, qu'est-ce qu'on rencontre dans la méditation? Première chose, lorsque vous allez commencer la méditation, au début, ça ne va pas forcément être très agréable parce que vous allez rencontrer des difficultés physiques. On commence avec les postures assises, par exemple, on s'assoit par terre, sachant que ce n'est pas forcément nécessaire de s'asseoir par terre pour méditer, mais en général, on essaye de s'asseoir par terre. Donc j'ai fait une vidéo sur les positions en méditation, vous pouvez regarder toutes les possibilités pour s'asseoir en méditation. Mais quelle que soit la posture que vous prenez, c'est pas forcément évident de rester statique dans une posture au début. Donc au début, la première chose que l'on va rencontrer, ça va être les tensions physiques. On va sentir peut-être des engourdissements dans le corps, peut-être des tensions qui vont venir. En général, ça arrive au bout de 20 minutes, en général. Peut-être sentir qu'à des endroits, le sang ne passe pas. Voilà, des fourmillements, etc. Donc tout un tas d'inconforts qui peuvent venir. Si vous méditez régulièrement, comme il y a une intelligence du corps, le corps va finir par s'adapter et votre réseau nerveux et votre réseau veineux va commencer à s'adapter aux postures que vous prenez, si vous prenez toujours la même posture surtout. La méditation, c'est quelque chose que l'on pratique de préférence régulièrement et il vaut mieux pratiquer même 10 minutes par jour, 10 ou 20 minutes, que 3 heures une fois par semaine. On va avoir beaucoup plus de bénéfices dans la vie en pratiquant 10 minutes par jour. Et les yogis disent que c'est important de méditer si possible à la même heure, au même endroit. Donc voilà, vous pouvez mettre ça en place. Vous allez voir des changements qui vont arriver dans la vie assez rapidement, une sorte de prise de recul sur ce qui arrive. Et je dis souvent qu'il y a 5 étapes en fait qui se manifestent en général lorsque l'on pratique la méditation. Lorsque vous méditez, la première étape, ça va être... En fait, la première étape, ce n'est pas une étape, c'est ce que la plupart des gens vivent. Lorsqu'une émotion arrive, par exemple, on va prendre l'exemple de la colère, vous voyez cette émotion de colère arriver au quotidien et cette colère vous emporte, tout simplement. La deuxième étape, ça va être après quelques temps de méditation, en général après environ un mois de méditation, vous allez voir que vous avez une prise de recul qui se fait naturellement sur cette colère. Vous allez la sentir monter comme si elle montait plus lentement. En fait, vous êtes plus conscient de l'instant présent, donc c'est comme si le temps pour vous ralentissait. Vous percevez les choses au ralenti au niveau de votre intériorité. Donc vous allez voir cette colère monter tout doucement comme ça. En fait, ça monte à la même vitesse, mais vous avez l'impression que ça va monter plus doucement. Et puis là, en voyant cette colère, vous allez sentir que vous avez la possibilité de ne pas tomber dedans. Mais vous tombez dedans quand même. Ça, c'est la deuxième étape. On voit qu'on aurait la possibilité de ne pas tomber dans cette colère, mais on tombe dedans quand même. La troisième étape, ça va être de voir cette colère arriver, de sentir qu'on a la possibilité de ne pas tomber dedans et de ne pas tomber dedans. Parce qu'en fait, on a déjà senti plusieurs fois que ça ne nous faisait pas du bien, donc on laisse cette colère passer tranquillement. On ne la saisit pas. La quatrième étape, ça va être de percevoir cette colère comme un mouvement de la vie, comme un mouvement complètement impersonnel, en fait, comme si cette colère, elle ne nous appartenait pas. Tellement on est détaché, on voit cette colère monter et traverser l'expérience. Il n'y a aucune saisie. Et à ce moment-là, on peut goûter un calme en même temps qu'il y a cette émotion et on voit que ce calme n'est pas perturbé par ce mouvement de colère. Donc ça, c'est la quatrième étape. C'est déjà
en général les pratiquants un peu avancés qui peuvent goûter ça dans leur quotidien, le fait qu'il y ait des pensées qui passent, des émotions qui passent, mais une stabilité du calme qui n'est jamais perturbée, un calme inaltérable. Et puis la cinquième étape, c'est de jouer avec la colère, c'est-à-dire que vous allez devoir des fois mimer la colère au quotidien parce que il n'y a pas d'autre moyen des fois de se faire comprendre. Et donc c'est comme si vous étiez en colère, tout le monde autour de vous pense que vous êtes en colère, alors qu'en fait intérieurement c'est plutôt joyeux à l'intérieur. Ça rigole à l'intérieur, et bien qu'à l'extérieur on ait l'impression que vous soyez en colère. Donc ça c'est un petit peu les étapes en méditation en ce qui concerne l'émotionnel et en ce qui concerne la prise de recul. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en méditation? Alors, je vais essayer d'être progressif. Première chose qui va se passer, ça va être les tensions physiques. Si vous n'êtes pas habitué à méditer, vous allez normalement, bon après il y a des exceptions, hein, si vous êtes très souple, peut-être que vous ne vivrez pas ça, mais normalement vous allez avoir des tensions et c'est normal. Donc le fait d'avoir le dos droit sans bouger pendant plusieurs minutes, ça finit par causer des petites tensions. Après cette phase-là, on va commencer à trouver un relâchement, un bien-être physique, on va pouvoir se détendre dans la posture et directement, dès qu'on va commencer à passer la phase de la tension physique, on va se retrouver avec le mental qui turbine. Dès qu'on est à l'aise physiquement, on va commencer à se rendre compte, mais en fait j'ai plein de pensées. On va voir qu'en fait on n'arrête pas de penser en permanence. Pendant que vous êtes en méditation, vous pensez sans arrêt à ce qui va se passer ou à ce qui s'est passé, ce que vous auriez dû faire, etc. Est-ce que j'ai bien allumé la machine à laver? Est-ce que je vais bien aller chercher mon pain? Je ne sais pas, enfin peu importe, mais vous allez toujours penser à autre chose que ce que vous êtes en train de faire et c'est complètement normal. C'est la nature même du mental d'être fluctuant. Quelqu'un qui n'est pas habitué à rester posé, à rester tranquille, il va avoir son mental qui va bouger en permanence et plus vous allez lutter, et plus ça va être fort, plus ça va être important. Donc, ce que je peux vous conseiller qui va vous faire gagner au moins 10 ans, c'est de ne pas lutter, de regarder les mouvements du mental se faire, mais sans vous juger, parce que si vous jugez, vous retombez dans des pensées, et puis sans essayer d'être dans une performance méditative. C'est-à-dire que souvent on a lu dans les livres que méditer, c'est être dans un état de mental statique, dans un état de non-pensée, un état de tranquillité. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juger sa méditation. Dès qu'il y a une pensée qui arrive, on va se dire, bah non, je ne suis pas censé penser parce que je suis censé méditer. Et puis quand il n'y a plus de pensée, on va se dire, ça y est, j'ai plus de pensée. Mais sauf que si vous dites, ça y est, j'ai plus de pensée, vous avez une pensée. Donc vous vous faites encore attraper. Donc essayez de ne pas juger ce qui se passe. Et je dis souvent que la méditation, c'est un entraînement à accueillir. C'est-à-dire que vous laissez être ce qui est comme c'est. C'est un entraînement à rester avec ce qui est sans mettre son grain de sel dans ce qui se passe. Donc on laisse se conscientiser les choses. Donc première étape, la détente physique. Deuxième étape, le mental qui turbine. Lorsque vous cessez d'alimenter votre mental parce que vous avez compris que ça ne sert à rien de lutter, ce qui va se passer, c'est que le mental va ralentir automatiquement. Si vous luttez avec le mental, c'est comme si vous entreteniez le mental. C'est comme entretenir son mental, comme si une roue de vélo, on pédalait sans arrêt et la roue de vélo continuait à être entraînée par le mouvement du pédalier. Là, en laissant juste le mental en roue libre, à un moment donné, ça va ralentir. Essayez d'avoir confiance là-dedans, laissez le mental tranquille et vous allez voir qu'à un moment donné, ça va ralentir. Ça peut prendre 20 minutes, en général, ça prend une vingtaine de minutes aussi. Et le mental, au bout de 20 minutes, il va commencer à se calmer. Et quand le mental devient calme, là, on commence à rentrer dans un état plus profond de perception. C'est-à-dire que l'humain, en général, est ultra focalisé sur son mental. Un humain, ça a 65 000 pensées par jour, les yogis nous disent. Donc 65 000 pensées par jour, ça fait qu'en fait, on est tout le temps en train d'être à l'écoute de la petite voix dans la tête. Et même pour certaines personnes, on s'identifie à cette petite voix. Et cette petite voix, c'est comme si elle prenait toute la place. Lorsque cette petite voix s'arrête, on commence à avoir une accessibilité à une autre dimension de l'être, même à plusieurs autres dimensions de l'être. Première dimension plus subtile de l'être, ça va être la perception énergétique de l'être. Alors quand on dit ça comme ça, énergétique, ça paraît un petit peu perché comme ça de dire avoir des sensations énergétiques, mais en fait votre corps c'est de l'énergie tout simplement. Première perception énergétique que l'on ressent, c'est la chaleur. La chaleur, c'est de l'énergie. Donc si vous sentez votre chaleur, vous
êtes déjà dans la perception du corps énergétique. Lorsque vous êtes totalement détendu, lorsque vous êtes totalement à l'écoute, ce que vous percevez de vous-même, et si vous cessez de vous visualiser intérieurement en même temps, vous vous percevez directement en tant qu'un espace avec des picotements, des fourmillements à l'intérieur. Ces picotements, ces fourmillements à l'intérieur, ce sont des mouvements énergétiques. On peut percevoir comme ça des vibrations. Et votre corps subtil, en fait, le corps énergétique, il est beaucoup ressenti comme ça, comme de la vibration. Il y a aussi des courants chauds, des courants froids, etc. Souvent, les premières expériences qu'on a avec le corps énergétique, c'est avec des courants chauds qui traversent le corps ou des courants froids aussi. À ce moment-là, on accède à ce qu'on appelle le deuxième corps. Enfin, en fait, pour les Indiens, on a plusieurs corps. Donc, il y a 3 corps et on passe à une accessibilité de ce qu'on appelle le corps astral. Donc, le corps astral, il va vous permettre de conscientiser des choses qu'avec les sens physiques, on ne perçoit pas. Il n'y a pas besoin d'aller loin pour aller dans le corps astral. Hein. Quand vous pensez, c'est dans le corps astral. Les pensées sont dans le corps astral. C'est pour ça qu'on ne peut pas mettre sous éprouvette les pensées. Les pensées ne sont pas dans le cerveau, hein, au passage. Les pensées, elles sont dans l'astral, dans une autre dimension. Et elles ont un effet. Donc pour ça, vous pouvez voir ma vidéo sur la puissance de votre pensée. Et là, vous avez des informations sur cet effet de la pensée dans la matière. Sur l'effet, en fait, finalement, du plan astral dans la matière. Et donc, on va commencer à prendre conscience de cette dimension astrale et on va commencer à, en général, avoir des effets liés au corps astral. Alors ces premiers effets, ça va être de la lumière sous les paupières, par exemple. Lorsque vous fermez les yeux, vous allez voir des taches de lumière. Des sons astraux, donc qui peuvent se traduire comme des sons de vibration, qui ressemblent à des sons de cloche ou des sons de flûte, ou voilà, des sons subtils qu'on n'entend pas avec les oreilles physiques, mais que l'on peut vivre en méditation si le corps est complètement relâché et si le mental est complètement tranquille. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on commence à avoir une accessibilité vers une dimension plus profonde de nous-mêmes quand on rentre dans cette dimension astrale. Seulement, on a tendance à se faire attraper en général et on a tendance à vouloir reproduire ces expériences parce que c'est joli, on voit des belles couleurs, on entend des sons plutôt jolis. Et on se fait un petit peu avoir dans le sens où on oublie le sens premier de la méditation. Après, pourquoi pas, on peut s'amuser avec l'astral, on peut s'amuser à rester avec ces expériences, mais le truc c'est qu'on va plafonner en général à ce moment-là. On va plafonner dans le sens où on ne va pas approfondir finalement la paix. Mais bon, peu importe, si vous voulez expérimenter ça, vous pouvez expérimenter ça. Lorsqu'on commence à accéder dans cette dimension plus profonde de nous-mêmes, on commence à avoir davantage d'intuition. On commence à avoir ce que l'on appelle l'œil de la connaissance, hein, qui est entre les sourcils ici, qui s'ouvre. Quand on dit ça, évidemment, c'est une métaphore en fait. Il n'y a pas de, c'est pas que ça s'ouvre. C'est juste qu'on commence à avoir une accessibilité à des choses plus subtiles. On est plus sensible, on est plus réceptif. Et donc, on peut commencer à avoir de l'information sur tout ce que l'on perçoit. Lorsqu'on va commencer à voir les gens, par exemple, on va avoir de l'information que l'on va capter sur les gens intuitivement. Ou sur des objets, par exemple, on peut avoir des informations sur les objets. Donc la méditation permet en fait d'avoir une intuition beaucoup plus développée. Aussi, ce qui est bien, c'est que lorsqu'on commence à être plus sensible au niveau du corps subtil, au niveau de ce corps énergétique, on va se rendre compte qu'il y a une espèce de flow, un espèce de courant de vie qui nous traverse. Et ce courant est comme une boussole intérieure. C'est-à-dire que vous n'allez plus avoir besoin de réfléchir tant que ça pour prendre des décisions dans la vie. Naturellement, dès qu'il va y avoir une situation qui va se présenter à vous, vous allez sentir le corps, davantage d'ouverture vers la direction que vous devez prendre et une fermeture lorsque c'est une direction qui va vous apporter, on va dire, des problèmes. Ou c'est pareil dans les relations. Dès que vous allez voir quelqu'un, vous allez sentir qu'il y a de l'ouverture avec cette personne-là, vous pouvez y aller, vous pouvez faire quelque chose, créer une relation, etc. Ou avec d'autres personnes, vous allez sentir une fermeture et vous allez sentir que c'est vraiment pas dans cette direction qu'il faut aller. On continue encore de creuser. Ce qui se passe après la dimension énergétique, la dimension astrale, c'est qu'on va avoir une faculté de discernement qui va devenir de plus en plus, on appelle ça affûté, un discernement très affûté. Et ce discernement très affûté va nous permettre de nous rendre compte de où est vraiment la joie.
En fait, les yogis nous disent que la joie, elle est notre nature même, elle est ce que nous sommes fondamentalement. Vous voyez un bébé, par exemple, qui n'est pas conditionné, qui n'a pas de croyance à propos de lui-même, qui n'a pas de représentation de lui-même. Un bébé est naturellement joyeux. Je vois mon fils de quelques mois, il est toujours joyeux, il rigole tout le temps. C'est simplement lorsqu'il a un besoin physiologique qui se fait sentir, qui va se manifester en chouinant un petit peu pour pouvoir avoir à boire ou pour être changé, etc. Mais sinon, un bébé est toujours dans la joie, dans la plénitude, dans l'émerveillement en permanence. Et ça, c'est notre état naturel, nous disent les yogis. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque le discernement s'affine, lorsque le discernement devient vraiment très précis? Il va y avoir une conscientisation de ce qu'on appelle en yoga les états conditionnés. Les états conditionnés, c'est tout ce que l'on a appris et que nous ne sommes pas. D'ailleurs, tout ce que vous avez appris, c'est ce que vous n'êtes pas, puisque si vous l'avez appris, c'est que vous ne l'êtes pas à l'origine. Fondamentalement, vous ne l'êtes pas. Et tout ce que l'on a appris, c'est en général justement des conditionnements, des habitudes, des choses que l'on prend pour vraies à propos de nous et qui ne sont pas nécessairement vraies. Si vous regardez bien, il y a beaucoup de fonctionnements que vous avez qui sont en quelque sorte des formatages liés à votre éducation. Par exemple, il peut y avoir des peurs que vous avez simplement héritées de vos parents. C'est un exemple. Il y a énormément de choses comme ça. Il y a aussi tout un tas de croyances que l'on a à propos de soi. Une croyance très classique, par exemple, c'est j'ai besoin de la reconnaissance des autres. J'ai besoin de l'amour des autres. Ça, c'est quelque chose que l'on retrouve énormément. Et cette croyance, elle vient de la toute petite enfance. On a besoin, on mendie en fait l'amour à l'extérieur, on mendie en fait la joie à l'extérieur. Et on oublie ainsi que la joie et l'amour, et en fait tout est en nous. Il n'y a pas besoin d'aller chercher à l'extérieur. Et ça, c'est justement une croyance, la croyance qu'on manque d'amour, qu'on a besoin d'aller chercher l'amour à l'extérieur. Mais en fait, si on est libéré de toutes ces croyances, tous ces schémas et tous ces formatages, ces conditionnements, bah on se rend compte que l'amour est déjà là, la joie est déjà là, la paix est déjà là. On n'a pas besoin de mendier quoi que ce soit à l'extérieur de nous-mêmes. Tout est déjà là. Donc ça, c'est ce qui vient avec le discernement. Et ce discernement, on le voit en général dans le quotidien. C'est pour ça que c'est important d'avoir la méditation quotidienne et en même temps la vie quotidienne qui va nous permettre de conscientiser les choses dans l'action, de conscientiser les choses dans les expériences, dans les relations. À chaque fois que vous allez avoir une relation, par exemple, avec les parents, c'est souvent là que ça grince en général, puisque plus ou moins consciemment, on en veut à nos parents de nous avoir formatés de telle ou telle façon. C'est plus ou moins conscient, mais en général, il y a ça. Et souvent, on veut en plus sauver ses parents, donc ça crée une double tension, quoi, quelque part. Soit dit en passant, n'essayez pas de changer les autres si les autres n'ont rien demandé, puisque le changement, c'est toujours une histoire de soi à soi, et ça, en fait, personne ne peut changer personne. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est émaner la paix, émaner cette joie, cet amour, et automatiquement, tout le monde autour de vous va changer. Ça se fait tout seul, il n'y a pas besoin d'essayer de changer les autres. Et puis la dernière étape en méditation, ça va être de se rendre compte que lorsque l'on transcende toutes ces croyances à propos de soi, tous ces états conditionnés, tous ces formatages, on se rend compte que le moi que l'on croyait être, c'est-à-dire tout son historique, tout le personnage que l'on croyait être, n'est pas réellement ce que nous sommes. C'est-à-dire que toutes nos aventures, tout ce à quoi on s'est identifié, n'est pas ce que nous sommes réellement. Ce que nous sommes réellement est libre de toute caractéristique. Ce que nous sommes réellement n'a pas de qualificatif, n'a pas d'attribut. Souvent, on dit « Ah, un tel, il est comme ci, il est comme ça, etc. » C'est son caractère d'être comme ci, d'être comme ça. Mais en fait, fondamentalement, dans la quiétude, lorsque vous êtes en méditation profonde, à un moment donné, vous allez voir que non, ce que vous êtes fondamentalement n'a pas d'attribut, à part peut-être ces trois caractéristiques fondamentales de l'être, qui sont la joie, la paix et l'amour, l'état naturel en fait que vous goûtiez déjà quand vous étiez bébé. Dans l'état méditatif, vous pouvez aussi réaliser que vous êtes autre chose qu'un corps physique. Le corps en yoga, on l'appelle notre véhicule. Et le corps n'est pas rejeté, hein. Il y a de l'amour pour le corps, mais ce n'est pas ce que nous sommes fondamentalement. Lorsque l'on prend conscience que l'on n'est pas un corps physique, on réalise quelque part qu'on ne peut pas mourir. On peut réaliser en méditation le même genre d'expérience que ce dont témoignent les personnes qui font des NDE.
Donc NDE, c'est un terme anglais qui signifie Near Death Experience. C'est les gens qui sont par exemple en électrocardiogramme plat, avec le cœur à l'arrêt, et en arrêt au niveau du cerveau, au niveau du corps, et lorsqu'ils reviennent, ils témoignent qu'il y a autre chose de l'autre côté. Et ça, en méditation, on peut aussi en prendre conscience. On peut se libérer de la peur de la mort, rien que ça. Donc ce n'est vraiment pas rien. Et souvent, dans les livres de méditation, on ne parle pas de tout ce que peut amener la méditation, mais en fait, la méditation va bien plus loin que ce que l'on croit en général. La méditation peut vous amener à transcender toutes les problématiques humaines, quelles qu'elles soient. Toutes les questions existentielles, quelles qu'elles soient, peuvent être résolues par la méditation. Donc, j'espère vous avoir donné un petit peu envie de méditer ou de continuer à méditer si vous avez commencé. Et puis, je vais bientôt mettre quelques méditations improvisées, je pense. Donc d'ici là, je vous souhaite tout le meilleur et un joyeux maintenant.